Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 du sujet 2 des bacs 2021, donc sujet qui aurait pu être potentiellement donné en mars 2021 si l'épreuve n'avait pas été annulée. Donc voilà, exercice 3 qui porte sur la géométrie dans l'espace. C'est parti. Donc on vous dit dans l'espace, rapporter un repère orthonormé OIJK. On considère les points A, B et C, on vous donne les coordonnées. L'objectif de cet exercice est de calculer l'aire du triangle ABC. Question 1A, montrer que le vecteur n de coordonnées 3, 2, 6 est normal au plan ABC. Donc pour montrer que le vecteur n est orthogonal au plan ABC, eh bien comme on connaît les points A, B et C, la méthode qu'on va utiliser, c'est qu'on va montrer que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs du plan ABC, mais deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires entre eux. Ici, à partir du moment où votre plan s'appelle ABC, c'est donc que l'exercice considère que les points ne sont pas alignés. On pourrait le montrer, mais l'exercice nous en parle, donc on va le prendre comme tel. Si les points A, B et C ne sont pas alignés, je peux donc considérer comme vecteur de mon plan le vecteur AB, le vecteur AC. Alors j'aurais pu prendre AB et BC, j'aurais pu prendre BC et BA, j'aurais pu prendre CA et CB, donc j'ai le choix. Et donc il va falloir que je montre que le vecteur n est orthogonal au vecteur AC, mais aussi orthogonal au vecteur AB. C'est parti. Alors, dans le repère orthonormé OIJK, alors pourquoi je précise bien que le repère est orthonormé? C'est parce que pour montrer que des vecteurs sont orthogonaux, on peut très bien utiliser le produit scalaire et on a une formule du produit scalaire dans les repères orthonormés qui est bien pratique, qui est la formule avec les coordonnées. Donc voilà pourquoi je précise bien que le repère est orthonormé. Alors je vais avoir besoin pour faire le produit scalaire entre le vecteur n et le vecteur AB, par exemple, eh bien, des coordonnées du vecteur n et des coordonnées du vecteur AB. Alors, les coordonnées du vecteur n sont données dans l'énoncé, mais les coordonnées du vecteur AB ne sont pas données dans l'énoncé. Donc, je vais commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, il faut que je prenne les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Et donc, coordonnées du point B, je reprends mon énoncé, on m'a dit 0, 3, 0. 0, 3, 0. Et il faut que je retire les coordonnées du point de départ, donc coordonnées du point A. Et dans l'énoncé, on m'avait dit que le point A avait comme coordonnées 2, 0, 0. Donc finalement, j'ai pu calculer les coordonnées du vecteur AB qui sont 0, moins 2, moins 2, 3, moins 0, 3, 0, moins 0, 0. Voilà pour les coordonnées du vecteur AB. Et d'autre part, j'ai les coordonnées du vecteur n. Ça, c'est pareil, c'est dans la question, on me les a données. C'est 3, 2, 6. Donc, je vais pouvoir calculer le produit scalaire entre le vecteur n et le vecteur AB. Et donc, c'est là qu'on utilise le fait qu'on est dans un repère orthonormé. C'est que la formule qu'on va écrire n'est vraie que dans un repère orthonormé. Alors, la formule pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs, eh bien, c'est xx' plus yy' plus zz'. Donc, autrement dit, il faut que je multiplie les abscisses des deux vecteurs, que j'additionne la multiplication des ordonnées des deux vecteurs et que j'additionne la multiplication des cotes des deux vecteurs. Donc, ça me donne moins 2 fois 3 plus 3 fois 2 plus 0 fois 6. C'est égal à moins 2 fois 3, moins 6, plus 3 fois 2, 6, plus 6 fois 0, 0. Donc finalement, le produit scalaire vaut 0. Donc ça veut dire que n et AB sont orthogonaux. Donc n et AB sont orthogonaux. Alors attention, il faut maintenant prouver que n et AC sont orthogonaux. Être orthogonal à un vecteur du plan ne suffit pas pour être un vecteur normal au plan. Donc j'ai vérifié pour AB, j'efface et je vais vérifier pour AC. Allez, les coordonnées du vecteur AC. Je vais donc faire les coordonnées du point C moins les coordonnées du point A. Coordonnées du point C, l'énoncé m'a dit que c'était 0, 0, 1.
moins coordonnées du point A. L'énoncé m'a dit que c'était 2, 0, 0. Donc, finalement, le vecteur AC a pour coordonnées moins 2, 0 et 1. À ça, je vais rajouter que le vecteur n a pour coordonnées, donc ça n'a pas changé depuis la question d'avant, vecteur n c'est 3, 2, 6. Donc je peux calculer le produit scalaire à l'aide de la formule analytique, c'est-à-dire avec les coordonnées, puisque je suis dans un repère orthonormé, elle s'applique donc. Je multiplie les abscisses entre elles, donc moins 2 fois 3, plus 0 fois 2, plus 1 fois 6. Ça me donne moins 6, plus 0, plus 6, ce qui me donne 0. J'ai donc que le produit scalaire entre n et AC est égal à 0. Donc je peux conclure que n est orthogonal à AC. Donc j'ai prouvé que n est orthogonal à AB mais aussi à AC. Comme AB et AC ne sont pas collinéaires, n est en fait orthogonal au plan ABC. Donc je mets un grand donc puisque ça vient conclure les deux points d'avant. Donc n est un vecteur normal du plan ABC. Donc vous pouvez dire est un vecteur normal ou est un vecteur normal du plan ou un vecteur normal au plan. Voilà pour cette question A. Dans la question 1b, on me demande d'en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Et on me donne cette équation cartésienne-là. Alors ici, on me dit en déduire. Donc ça veut dire que je vais devoir m'inspirer de ce que j'ai vu juste avant. Alors juste avant, on a mis en évidence un vecteur normal au plan ABC. Voilà. Allez, on y réfléchit. Alors, il faut que vous connaissiez par cœur ce dont vous avez besoin pour trouver une équation cartésienne de plan. Pour trouver une équation cartésienne de plan, il vous faut un vecteur normal, c'est très bien. Et pas besoin d'avoir 3 points du plan. Un seul point suffit. Donc à partir du moment où vous avez un point et un vecteur normal à votre plan, vous êtes en mesure de trouver une équation cartésienne du plan. Alors, j'ai repris les données de mon énoncé. Le vecteur n de coordonnées 3, 2, 6 est normal au plan ABC et A de coordonnées 2, 0, 0 appartient au plan ABC. J'ai donc tous les ingrédients pour trouver une équation cartésienne du plan ABC. Je vous rappelle qu'il n'y en a pas qu'une équation cartésienne. C'est pour ça que je dis une équation et pas l'équation cartésienne, puisqu'il y a une infinité d'équations cartésiennes du plan. La formule qui est dans votre cours, c'est la suivante, c'est qu'il faut récupérer les coordonnées du vecteur normal, du vecteur rouge ici, très important. Ces coordonnées, vous allez venir les mettre devant x, y et z. Donc ça nous donne 3x plus 2y plus 6z. Vous allez mettre votre égal. Et de l'autre côté de l'égalité, vous allez recopier à nouveau cette formule, sauf que vous allez remplacer x, y et z par les coordonnées du point qui appartient à votre plan. Donc, je recopie cette formule, sauf que je remplace x, y et z par 2, 0, 0. Donc, ça donne 3 fois 2 plus 2 fois 0 plus 6 fois 0. Donc, ça, c'est équivalent à 3x plus 2y plus 6z égale 3 fois 2, 6, 2 fois 0, 0, 6 fois 0, 0. Donc, ensuite, si je veux que ce soit rigoureusement une équation cartésienne, il faut que j'ai 0 dans le membre de droite. Donc, je vais retirer 6 ici. Donc, ça va me donner 3x plus 2y plus 6z. Je retire 6 égale 0. Et donc voilà, j'ai l'équation cartésienne dont on me parlait dans l'énoncé. Je peux donc conclure que l'équation cartésienne qu'on me présentait dans l'énoncé est bien une équation cartésienne du plan ABC. Ce qui peut différencier une équation cartésienne d'une autre, c'est que en réalité, toutes les équations cartésiennes du plan ABC sont équivalentes, c'est-à-dire qu'en fait, en prenant celle-là,
si je multiplie tous mes coefficients, par exemple par 20, si j'ai envie de le faire par 20, eh bien ça va me donner une autre écriture qui sera toujours une équation cartésienne du plan ABC. Si j'ai envie de multiplier tous mes coefficients par 220 000, eh bien je multiplie tous mes coefficients par 220 000, ça va me donner donc une nouvelle écriture, donc une nouvelle équation cartésienne du plan ABC. Voilà pour cette question, passe à la suivante. On en est donc à la question 2A. Donc dans la question 2, on nous dit on note D, la droite passant par O est orthogonale au plan ABC. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Donc ça, c'est question de cours. C'est parti. Alors, première chose, toujours première question à vous poser, c'est pour avoir une représentation paramétrique de droite, j'ai besoin de quoi? Eh bien, pour avoir une représentation paramétrique de droite, il me faut un vecteur directeur et un point de la droite. Donc, il faut vous demander, cette droite D, qu'est-ce qu'elle a de particulier, par quel point elle passe et qu'est-ce que je pourrais trouver comme vecteur directeur. La droite D, d'après l'énoncé, eh bien, elle passe par O. Donc, O est un point de la droite. A priori, il n'est pas forcément dans le plan ABC, hein, donc il peut être n'importe où. Je le mets là, et hop. Donc, j'ai un point qui est sur la droite, le point O. Je vais le mettre en vert pour bien... Voilà, donc là, le point, c'est bon, c'est réglé, on en a un. Et ensuite, que me dit l'énoncé? On me dit que la droite, elle est orthogonale au plan ABC. Donc ça, si c'est le plan ABC, eh bien, ma droite est orthogonale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est orthogonale? Eh bien, ça me permet de trouver un vecteur directeur puisque ça m'informe sur sa direction, le fait qu'elle soit orthogonale. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être comme ça. Ça veut dire qu'elle est forcément comme ça, c'est-à-dire que sa direction, j'ai appris des choses dessus, eh bien, elle est dirigée par n'importe quel vecteur qui serait normal au plan ABC, y compris le vecteur n qu'on a vu dans la première question. Ce n'est pas le seul vecteur qui dirige la droite D, mais ça en est un. Donc, vecteur directeur, eh bien, autant le point, j'avais le point O, autant le vecteur directeur, je vais avoir le vecteur n qu'on a trouvé dans la première question. Donc voilà, il va falloir que j'explique un petit peu tout ça, et ensuite j'appliquerai la formule de mon cours. Donc D passe par O. Alors O, c'est l'origine du repère, hein, puisque le repère dont on se sert dans l'exercice, c'est OIJK. Donc ça veut dire que les coordonnées du point O sont 0, 0, 0. C'est l'origine du repère. Donc on a le point. Ça, c'est réglé. On a ça. Ensuite, D est orthogonal à ABC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout vecteur normal au plan ABC, par exemple n, va diriger la droite D. Donc, je peux prendre comme vecteur directeur de D le vecteur n. À partir de là, j'ai explicité les deux informations dont j'avais besoin pour déterminer la représentation paramétrique ou une représentation paramétrique de ma droite. Je vais donc le faire. Donc, une représentation paramétrique de D est... Alors, je vous rappelle comment on établit une représentation paramétrique. On commence par aligner les trois coordonnées. Donc ça, ce sont les coordonnées des points de la droite D. Eh bien, qu'est-ce qu'elles doivent vérifier, ces coordonnées? Il faut qu'elles vérifient en même temps le fait que x soit égal. Alors ici, je vais commencer par aligner les coordonnées du point par lequel passe ma droite, toujours. Donc là, ici, c'était le point O. Donc il y a pour coordonnées 0, 0, 0. Et à ça, il faut que je rajoute les coordonnées du vecteur directeur. C'est toujours pareil, hein, ce sera toujours comme ça. Donc 3, 2, 6, multiplié par un paramètre, puisque c'est une représentation paramétrique. Et il faut que je précise que le paramètre, eh bien, en fait, il peut être égal à n'importe quel nombre réel. Et c'est le fait que ce paramètre puisse être égal à des valeurs différentes qui fait qu'on aura des coordonnées de points différents de la droite. Si t balaye tous les nombres réels, eh bien, x, y, z, ce triplet de coordonnées, eh bien, va balayer toute la droite D. Si je veux l'écrire un petit peu mieux, eh bien, je peux le faire. Donc, x égale 3t, y égale 2t et z égale 6t avec
T qui décrit R. Voilà, ça c'est une représentation paramétrique de la droite D. On passe à la question 2B. On doit montrer que la droite D coupe le plan ABC au point H qui aurait ces coordonnées-là. Alors là, vous avez deux méthodes pour faire ça. En fait, vous devez montrer que H, c'est le point d'intersection entre la droite D et le plan. Pour montrer qu'un point avec des coordonnées est un point d'intersection, vous avez deux méthodes. Soit vous cherchez le point d'intersection de D et de ABC. Et en faisant vos calculs, vous allez tomber là-dessus et vous direz « Ah, bah du coup, ce sont bien les coordonnées du point d'intersection ». Deuxième méthode, comme on vous a donné des coordonnées du point H, vous pouvez vérifier que ces coordonnées vérifient à la fois la droite D, ce qui voudra dire que le point H est sur la droite D, et vous pouvez vérifier que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan ABC, ce qui voudrait dire que H est aussi sur le plan ABC. Et donc si H est sur la droite D et sur le plan ABC, c'est que H est bien dans l'intersection de D avec ABC. Alors cette deuxième méthode, elle est un petit peu moins appréciée, tout simplement parce que ça veut dire que vous avez besoin de la réponse pour pouvoir conclure. Or nous, on aimerait bien que vous trouviez tout seul les coordonnées du point H. Donc on va faire la méthode un peu plus noble de recherche de l'intersection entre une droite et un plan, sans faire comme si on connaissait les coordonnées, c'est-à-dire le résultat final. C'est parti. Donc en mathématiques, quand on cherche les coordonnées d'un point d'intersection entre deux objets mathématiques, eh bien on utilise un système. Et dans le système, on va écrire toutes les contraintes qui s'opèrent sur les coordonnées du point qu'on cherche. On cherche un point d'intersection entre la droite D et un plan. Donc ça veut dire que les coordonnées qu'on recherche doivent à la fois vérifier la représentation paramétrique de la droite D, c'est-à-dire que le x doit être égal à 3t quand le y vaut 2t et quand le z vaut 6t. Mais en même temps, x, y et z, ils ont la contrainte, ces coordonnées, elles ont la contrainte de devoir vérifier l'équation cartésienne dont on a parlé tout à l'heure du plan ABC. Cette équation cartésienne dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut que 3 fois x plus 2 fois y plus 6 fois z moins 6 soit égal à 0. Donc ça, c'est contrainte être sur la droite D, c'est-à-dire qu'il faut qu'il existe un t qui remplacé ici nous donne bien x, y et z, les coordonnées de notre point, mais il faut également que x, y et z vérifient l'équation cartésienne dont on a parlé tout à l'heure pour le plan ABC. Donc, on va résoudre ce système. Pour résoudre ce système, eh bien, on va utiliser de la substitution, c'est-à-dire que x, y et z, dans la dernière équation, on va les remplacer par 3t, 2t et 6t. Ça nous donnera une équation avec une seule inconnue, ce qui nous permettra de trouver cet inconnu. Alors, ça va nous donner 3x, ça va faire 3 fois 3t, plus 2y, mais y vaut 2t, donc 2 fois 2t, plus 6z, mais z vaut 6t, donc 6 fois 6t, moins 6, égale 0. X, Y et Z, je les conserve tels quels. C'est eux qui me permettront, une fois que j'aurai trouvé T, de retrouver les coordonnées du point d'intersection X, Y et Z. Donc X, ce sera 3 fois T, une fois que j'aurai trouvé T. Y, ce sera 2 fois T. Et Z, ce sera 6 fois T. On continue la résolution de notre système. Donc ici, je vais obtenir quoi? Là, ça me fait 9T. Plus, alors je me le note, 9t plus 2 fois 2t, donc 4t, ça fait déjà 13t, plus 6 fois 6, 36, donc 36t. Donc tout ça, ça me donne, donc on a dit 36 et 9, ça nous fait 45, 45 et 4, 49, donc tout ça, ça nous fait 49t. Donc en fait, on a 49t. Donc, je recopie celle-là, ça me donne 49t moins 6 égale 0.
Alors moi, mon but, c'est de trouver t. Donc plutôt que d'écrire 49 moins 6 égale 0, je vais essayer de gagner un petit peu de temps parce qu'à chaque fois, vous voyez, je recopie tout le système. Et donc je vais directement, moins 6, là je vais rajouter 6. Donc ça va me donner 49t égale 6. J'obtiens donc toujours que x doit être égal à 3t, y doit toujours être égal à 2t, et z doit toujours être égal à 6t. On a bientôt terminé. Ce qui veut donc dire que ce système est équivalent à ça, qui est équivalent à celui que je vais écrire maintenant. Donc finalement, t vaut 49 sur 6. Ensuite, pardon, grosse erreur, 6 sur 49, bien entendu. Donc t est égal à 6 sur 49. Et maintenant, je vais remplacer t dans chacune de mes équations. Alors, je vais l'écrire un petit peu plus bas parce que je sens que ça va me prendre un peu de place. Donc, t, on a dit, égale 6 sur 49. Je remplace. X est donc égal à 3 fois t. Mais t, on vient de dire qu'il valait 6 sur 49. Donc, ça va me faire 3 fois 6, 18. Donc, 18 sur 49. Ensuite, y, il vaut 2 fois t, mais t vaut 6 sur 49, donc 2 fois 6 sur 49, bah, ça va faire 2 fois 6, 12, donc ça fait 12 sur 49. Et il nous reste que z. Z, c'est 6 fois t, donc 6 fois 6 sur 49, donc 6 fois 6, 36, donc ça fait 36 sur 49. Donc au final, on a trouvé les coordonnées du point d'intersection de la droite et du plan. Elles sont 18 sur 49, 12 sur 49, 36 sur 49. Donc, H de coordonnées 18 sur 49, 12 sur 49, 36 sur 49. Et le point d'intersection de D avec ABC. Voilà, on vérifie dans l'énoncé, on se rend compte que effectivement, c'est ce qu'on nous demandait. Voilà pour cette question. Alors, c'était la question 2B. Je n'avais pas écrit, j'aurais dû l'écrire. Donc, on en est à la question 2C. La question 2C, c'est la question suivante. On me demande de calculer la distance de O à H. H étant le point dont on vient de trouver les coordonnées. Donc, on va appliquer une petite formule de distance. C'est parti. Alors, pour calculer une distance dans l'espace, alors attention, on ne sait faire que dans notre programme avec le repère ici, avec un repère orthonormé. Je vous rappelle la formule générale qui est dans votre cours, c'est que la distance entre un point A et un point B, eh bien, il faut faire la soustraction des abscisses, soustraction des ordonnées, soustraction des cotes, les élever au carré, les additionner et prendre la racine carrée. Ça ne fonctionne, cette formule, que dans un repère orthonormé. Ça tombe bien, dans notre exercice, on est dans un repère orthonormé. Donc, dans le repère orthonormé OIJK, on a le point O de coordonnées 0, 0, 0, on a le point H de coordonnées 18 49e, 12 49e, 36 49e. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé dans la question juste avant. Je vais appliquer cette formule. Donc, on me demande la distance OH. Donc, je calcule OH. Le point O joue donc le rôle du point A ici, et le point A joue le rôle du point B. Donc, je vais écrire la racine carrée. Alors, je la dessinerai à la fin, ce sera plus pratique pour moi. Donc, je vais faire XB moins XA. Donc, XB moins XA. Pour moi, ça va donner XH moins XO. Donc, XH moins XO. Alors, je peux peut-être remplacer directement. XH, c'est 18 49e. Moins XO qui vaut 0. Donc, ce calcul ne sera pas trop compliqué. Au carré. Ça, c'est ce petit bout-là. Plus YB moins YA au carré. Donc YB moins YA au carré. Donc ça fait YH moins YO
au carré. Donc YH, c'est 12 49e moins YO qui vaut 0 au carré, plus ZB moins ZA, donc ZB moins ZA, donc moi c'est ZH moins ZO, donc plus ZH c'est 36 sur 49 moins ZO qui vaut 0 au carré, et j'applique la racine carrée. Donc c'est cette formule appliquée ici. Donc j'efface pour avoir la place de faire mes calculs. Ça me donne, alors à chaque fois j'ai moins 0, donc c'est pas super compliqué, hein. Donc je vais avoir 18 49e au carré plus 12 49e au carré plus 36 49e au carré. Alors à cette étape-là, il y en a plein parmi vous qui vont taper ça sur leur calculatrice et qui vont avoir une expression du résultat. Bon, si jamais on veut faire sans calculatrice, on peut également s'en sortir. Alors on va quand même pouvoir utiliser la calculatrice pour faire quelques carrés. Alors, ça nous donne racine carrée de... Alors ici, ça va nous faire 18. Donc ça, c'est 18 au carré sur 49 au carré. Ça, c'est 12 au carré sur 49 au carré. Ça, c'est 36 au carré sur 49 au carré. Donc en fait, ils sont tous sur 49 au carré. Donc j'ai 18 au carré plus 12 au carré plus 36 au carré. Donc maintenant, je vais calculer 18 au carré plus 12 au carré plus 36 au carré. Mais je sais qu'au dénominateur, donc la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées lorsque numérateur et dénominateur étaient des nombres positifs, ce qui là était bien le cas. Donc finalement, je vais me retrouver avec divisé par, donc normalement, il me faudrait la grande racine en haut, 18 carré, plus 12 carré, plus 36 carré, le tout divisé par racine carrée de 49 au carré. Mais la racine carrée de 49 au carré, la racine et le carré se neutralisent, ça me donne donc 49 au dénominateur. Et maintenant, il me reste à calculer ici mon numérateur. Donc ça, on peut le faire avec notre calculatrice, parce que c'est quand même des calculs qui sont un petit peu plus complexes, c'est faisable de tête ou en écrivant, mais bon, on va utiliser. Ça nous donne donc, alors la racine carrée de 18 au carré plus 12 au carré plus 36 au carré, il se trouve que ça fait pile 42. Donc finalement, on se retrouve avec 42 sur 49. Voilà. Et 42 sur 49, eh bien, on peut simplifier. Ça va nous donner, est-ce que vous voyez encore? Non, donc je décale, je continue. 42 sur 49, eh bien, ça nous donne 6 septièmes. Donc effectivement, 42, c'était 6 fois 7, hein, donc ça faisait 6 fois 7 sur 49 qui vaut 7 fois 7. Multiplication en haut, multiplication en bas, je pouvais simplifier par 7, ça me donne donc 6 septièmes. Donc finalement, la distance OH vaut exactement 6 septièmes. Voilà qui vient conclure cette question 2C. Alors dans la question 3, on vous rappelle la formule pour calculer le volume d'une pyramide. On vous dit le volume, c'est égal à 1/3 de l'aire de la base, ou plutôt d'une base de la pyramide, et H, la hauteur qui correspond à cette base. En calculant de deux façons différentes le volume de la pyramide OABC, déterminer l'aire du triangle ABC. Donc, la pyramide OABC, donc vous voyez, il y a ABC, là, qui est le triangle gris, et il y a O qui est le dernier sommet de la pyramide. Donc, il faut calculer ce volume de deux manières différentes pour pouvoir déterminer visiblement l'aire du triangle ABC. Donc, petit rappel sur le volume d'une pyramide. Donc, dans l'énoncé, on vous dit bien, le volume d'une pyramide, c'est égal à 1/3 de l'aire de la base, ou plutôt d'une base de la pyramide, et H, la hauteur qui correspond à cette base. Donc finalement, ce retrouve avec 42 sur 6 septièmes. Voilà qui vient conclure cette question 2C. Alors dans la question 4, on vous rappelle la formule pour calculer le volume d'une pyramide. Donc dans l'énoncé, on vous dit bien le volume d'une pyramide, c'est égal à 1/3
la base multipliée par la hauteur. Alors, on ne vous l'a pas écrit comme ça. C'est pas un petit b, hein. C'est vraiment, en général, on met en évidence la grande lettre pour indiquer que là, c'est une surface. Ça, c'est une longueur, mais ça, c'est une surface. Donc, en fait, votre pyramide, suivant comment vous la voyez, vous la posez sur une face. Donc là, vous voyez, on imagine qu'elle est posée sur la face qui est ici en dessous. Vous voyez la face qui est en dessous, là. Et donc, dans ce cas-là, si elle est posée sur cette face-là, eh bien, la hauteur de ma pyramide, elle se calcule par rapport au sommet de ma pyramide, ici, au point le plus haut, qui, du coup, se calcule en venant voir à l'aplomb, ici, la distance que vous avez entre, ici, le sol et le sommet de votre pyramide. Et donc, bien évidemment, ça dépend de votre pyramide, si vous l'avez posée sur cette face-là ou si vous l'avez posée sur une autre. Ce qu'on aime bien en maths, c'est quand les pyramides, eh bien, elles ont, comme ça, elles sont directement, hop, quand elles sont fabriquées avec des angles droits. Vous voyez ici, il y a un angle droit, là-bas, il y en a un autre. Donc, ça veut dire que c'est très pratique parce que si je considère que ma pyramide, eh bien, elle est posée sur la face du dessous, eh bien, ça veut dire que la hauteur, elle sera directement mesurée par une arête de ma pyramide. Donc ça peut être assez pratique. On va donc calculer le volume de la pyramide dont on nous parlait dans l'énoncé de deux manières différentes. Alors, première manière de calculer mon volume, eh bien ici, c'est de voir les choses comme ça, A, B, C et O. Donc là, je considère que l'aire de ma base, ça va être l'aire du triangle ABC. Dans ce cas-là, H, qui est la hauteur de ma pyramide, bah, c'est de O jusqu'à, c'est la distance entre O et la face ABC. Cette distance-là, en réalité, on l'a déjà calculée. Pourquoi? Bah, parce qu'on avait déterminé la droite D, je vous rappelle, qui était orthogonale au plan ABC. Donc, ça veut dire que la droite D venait bien orthogonalement au plan. Et on avait déterminé les coordonnées du point d'intersection, qu'on avait d'ailleurs appelé H. Donc, ça veut dire que la pyramide, si je considère comme base pour la pyramide le triangle ABC, eh bien, l'aire de la base, c'est donc l'aire du triangle ABC, que je ne connais pas et que je cherche d'ailleurs. Et la hauteur, ça va être la distance OH que je viens de calculer et dont je sais que ça vaut 6/7. Donc, on m'a demandé de calculer l'aire, ou plutôt le volume de la pyramide par deux méthodes. Donc, méthode 1, je vais faire le calcul du volume qui va être égal à 1/3 de l'aire du triangle ABC que je cherche, multiplié par la hauteur H qui vaut en fait OH. Donc, ça veut dire que je vais avoir 1/3 de l'aire du triangle ABC fois OH qui vaut 6/7. Donc finalement, qu'est-ce que ça me donne? Bah, ça me donne 1/3 fois 6/7. Donc je multiplie les numérateurs ensemble. 1 fois 6, 6. 3 fois 7, 21. Multiplié par l'aire du triangle ABC. Voilà une première méthode pour calculer le volume de ma pyramide. Alors, vous comprendrez bien que le volume ici, je l'ai exprimé en fonction de l'aire ABC, mais je ne sais pas ce qu'il vaut puisque je ne sais pas ce que vaut l'aire du triangle ABC. Mais c'est justement ça qui va nous permettre de calculer l'aire du triangle ABC, c'est-à-dire que autant le volume, je ne peux pas le calculer parce que je ne connais pas l'aire, mais du coup, si j'arrive à trouver ce que vaut le volume par une autre méthode, eh bien, je pourrais trouver ce que valait l'aire du coup. Donc, je vais calculer le volume ici par une autre méthode, c'est-à-dire avec des bases, des hauteurs, tout ça que je connais. Donc, je pourrais avoir une valeur pour le volume, je pourrais en déduire l'aire ici. Je vais effacer là et je vais recalculer d'une autre manière. Donc, si je considère maintenant que ma pyramide n'est plus posée sur la face ABC, mais qu'elle est posée ici comme sur mon petit graphique, ici sur ma figure, pardon. Eh bien ici, sur ma figure, je peux considérer, vous voyez, que la pyramide, elle est posée sur la face OAB, la face du bas de mon parallélépipède rectangle. Donc, si elle est posée sur la face OAB,
comme ici on a un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire qu'on a des angles droits, AOC est un angle droit, BOC est aussi un angle droit, eh bien ça veut dire que finalement, si je considère que cette pyramide est posée sur la face OAB, eh bien la hauteur de cette pyramide, du coup, c'est par rapport au point C, donc c'est la distance entre O et C grâce aux angles droits. Donc, ça veut dire que je peux tout à fait calculer la distance OC, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je peux calculer l'aire de la base OAB, puisque c'est un triangle qui est rectangle déjà, vous voyez en haut, ça va être un triangle rectangle, et que je vais connaître ici le côté OA et le côté OB. Donc, ça va être extrêmement facile de calculer l'aire de ce triangle OAB. Donc, c'est parti. Alors déjà, on sait que dans le repère orthonormé OIJK, eh bien, le point C a pour coordonnée 0, 0, 1. Donc ça veut dire que finalement, il est à une distance de 1 du point O. Si vous n'en êtes pas convaincu, faites la formule avec la racine carrée. Racine carrée de xc moins xo au carré, plus yc moins yco au carré, plus zc moins zo au carré. Vous allez trouver, bien entendu, 1. Vous pouvez directement le dire grâce aux coordonnées également. Donc, ici, on a directement que la longueur OC est égale à 1. Très bien. Ensuite, le triangle OAB. Déjà, je vais commencer par dire qu'il est rectangle en haut, parce que ça va me faciliter un petit peu la formule, puisque l'aire d'un triangle, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, quand vous avez un triangle, vous choisissez ce que vous allez prendre comme base. Donc, par exemple, ici, je peux considérer que c'est ce côté-là. Si ça, c'est la base que je considère pour mon triangle, la hauteur, du coup, ça va être la distance entre le point, le dernier sommet, et la base. Donc, il va falloir que je calcule cette distance, ce qui n'est pas forcément toujours simple à calculer. Mais si jamais je suis face à un triangle qui est rectangle, et que je considère donc que je choisis ce côté comme base, eh bien, comme mon triangle est rectangle, la hauteur de mon triangle, c'est tout simplement la longueur de ce côté-là. Donc, la formule qui disait longueur de la base fois longueur de la hauteur divisé par 2, eh bien, ici, elle devient très facile à appliquer à partir du moment où je connais les côtés de mon triangle qui sont adjacents à l'angle droit. Donc, finalement, ici, il va falloir que je calcule OA et OB. Alors, pour les mêmes raisons, A a pour coordonnées 2, 0, 0. Donc, vous pouvez faire la formule OA si vous le souhaitez avec la racine carrée, mais sinon, vous pouvez dire directement aussi que ça vaut 2, puisque O, c'était l'origine du repère. Donc, pour aller à A, il faut se déplacer de 2. Et B, c'est égal à, ça a pour coordonnées 0, 3, 0. Donc, pour les mêmes raisons que pour les autres, OB est en fait égal à 3. Donc, alors l'aire du triangle OAB, qui va être la base de ma pyramide, eh bien, ça va être égal à OA fois OB divisé par 2. Donc, OA fois OB divisé par 2. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Ce qui va me donner 2 fois 3 sur 2. Ce qui va donc me donner 3. Donc, dans ma pyramide, si je considère que la base, c'est OAB, l'aire de la base vaut donc 3. Il faut que je multiplie par la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire par OC. Donc, je peux directement calculer le volume. Donc, le volume de la pyramide est égal en fait à 1 tiers de l'aire de la base, c'est-à-dire de 3. Je vais écrire la formule. OAB fois la hauteur du coup issue de cette base, c'est-à-dire OC. Donc qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1 tiers fois 3 fois OC qui vaut 1. Ce qui donne 1 tiers fois 3 fois 1. Donc ça fait en fait 3 tiers, ce qui donne 1. Donc le volume de ma pyramide
eh bien, il vaut 1. Mais ce volume, je l'avais exprimé en fonction de ABC. Donc, j'avais dit, si jamais je trouve le volume, je pourrais en déduire ABC. Eh bien, c'est le cas. Du coup, comme le volume, on sait qu'il vaut 1, je sais qu'ici, ça vaut 1. Et je vais donc pouvoir trouver l'aire du triangle ABC. Alors, je décale pour terminer. Donc, eh bien, le volume qui est là, en fait, c'est le même qu'ici. Donc, si ici il vaut 1, là, il vaut 1 aussi. Donc, en fait, 1 est égal, ou plutôt l'aire 6 sur 21 fois l'aire du triangle ABC que je cherche, eh bien, ça vaut le volume. Et le volume, on vient de dire que c'était égal à 1. Donc, l'aire du triangle ABC, c'est égal à 1 divisé par 6 sur 21. Je décale un peu pour vous. Vous voyez, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc finalement, ça me donne 1 fois 21 sur 6, puis l'inverse de 6 sur 21, c'est 21 sur 6, ce qui donne 21 sur 6. Alors, une fois qu'on trouve une aire comme ça, on va regarder s'il y avait une unité d'aire. Est-ce qu'on était en centimètres ou des choses comme ça? Là, dans l'énoncé, à aucun moment, on nous parle de centimètres ou de choses comme ça. Donc, c'est 21 sur 6, unité d'aire. On n'en sait pas plus. Voilà pour la fin de cet exercice. Donc ici, vous pouvez mettre une unité d'aire. Voilà. Exercice assez classique, en même temps qui permet de vérifier si vous connaissez un peu toutes les formules de votre cours. À bientôt!